Bonjour, jeudi 25 mai 2023, une vidéo, j'allais dire bâclée, peut-être pas bâclée, bâclée sur le plan technique parce que j'utilise l'outil le plus élémentaire dont je dispose et pour parler d'un sujet que je maîtrise pas, sur lequel je suis absolument pas un expert. Si je parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, invasion essentiellement ratée jusqu'ici, ça va être ça le sujet dont je voudrais parler. Je ne suis pas un expert de ces questions, je suis un citoyen du monde, je n'aime pas les guerres de manière générale, encore moins les menaces de guerre thermonucléaire. Et vous le savez, j'ai fait partie de ces gens qui, c'était quoi, 3 mois à l'avance, avaient dit la Russie va envahir l'Ukraine. À l'époque, tout le monde disait mais non, bien entendu que non, etc. Ils n'oseront jamais, et ainsi de suite. Ça a eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été, rien ne s'est déroulé comme prévu. Quand je dis prévu, on avait une certaine représentation de l'équilibre des forces entre l'Ukraine d'un côté, anciennement partie à différentes époques, voilà, de la Grande Russie, faisant partie de l'URSS, qui avait pris, comme pas mal de républiques plus ou moins autonomes, avait pris son autonomie et s'est aligné avec pas mal de secousses. Le pays s'est quand même aligné par des votes démocratiques, plutôt du côté de l'Occident plutôt que de la Russie qui envisageait de reconstituer un ancien bloc. Un ancien bloc dans la perspective de différentes époques où l'Ukraine était considérée comme faisant partie d'un empire russe, voilà, empire russe entre guillemets. Et au moment où en février de l'année dernière, au moment où la Russie envahit l'Ukraine, je vous le rappelle, les chars avanceraient vite en direction de Kiev, les frontières sont enfoncées à différents endroits, et on pouvait légitimement imaginer, à partir d'une interprétation simplement des forces sur le terrain, d'un très grand pays, pas un immense pays, et on voit maintenant pas un pays aussi fort qu'il imaginait l'être, en face d'un pays, un pays plus petit, un pays moins bien défendu, et dont on avait imaginé qu'il n'aurait pas été trop difficile pour les Russes d'arriver à Kiev, renverser le gouvernement, et ce qui était possible, ce qu'on peut envisageable, c'est-à-dire on considère que une partie de l'Ukraine où se trouvent beaucoup de russophones devient partie de la Russie, comme ça avait déjà été fait avec l'annexation de la Crimée, ou bien une annexion totale de l'Ukraine à un empire russe. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, et l'OTAN n'était pas liée à la défense de l'Ukraine. Ce qu'il y a, c'est que le peuple ukrainien, à différentes époques, s'était manifesté, et le plus récemment s'était manifesté en faveur plutôt de l'Occident que du bloc russe. Ce qui, d'un point de vue historique, est assez vraisemblable parce que on l'oublie parfois, mais quand on regarde le drapeau, on s'en souvient. Une colonisation par des Suédois a eu lieu, qui explique une partie en particulier, certains traits physiques des Ukrainiens qui rappellent ce rapport, cette parenté historique entre la Suède et l'Ukraine. Ce qui s'est passé tout de suite, c'est une grande solidarité du côté des pays de l'OTAN. On a tout de suite donné des armes, on a tout de suite soutenu l'Ukraine, et on en est aujourd'hui à ce que l'Ukraine reçoive des avions de chasse extrêmement performants, ce qui est important par rapport à ce qui s'est passé. Et un certain nombre d'événements ces jours-ci qui me conduisent à vouloir dire quelque chose, c'est que ça tourne vraiment très très mal du côté de la Russie. Il y a quelque chose qui backfires, comment dit-on ça en français, quelque chose
quelque chose qui tourne véritablement mal, qui se retourne, voilà, contre l'envahisseur. L'envahisseur est en position difficile. Il a instauré à l'est de l'Ukraine, dans la partie considérée voilà, comme à défendre à tout prix, et qui d'ailleurs a été annexée officiellement par la Russie il y a quelque temps, une reconstitution d'une guerre de tranchées, alors que les Ukrainiens de leur côté sont déterminés à reconquérir l'entièreté de leur territoire. Et puis il y a des choses qui se passent, Il y a un attentat dont on dit ce matin qu'on a la confirmation que les drones qui se trouvaient au-dessus du Kremlin, c'était bien les Ukrainiens qui l'avaient envoyé. Des opérations ukrainiennes au-delà des lignes russes. Et il y a quelques jours, des indépendantistes, des ultranationalistes russes partant du territoire ukrainien pour conduire la guerre sur le territoire russe à proprement parler. Et puis hier soir, la déclaration de Evgeny Prigojine, donc le chef de la milice Wagner, qui est là et qui il perd son sang-froid. Il avait déjà fait une vidéo où il montrait des cadavres derrière lui. On ne voyait pas grand-chose parce qu'il faisait tout noir. Mais là, dans une interview, j'ai écouté ça, vous pouvez trouver ça sur le Guardian en particulier, il dit ça marche pas, ça n'a pas marché ce truc-là, il y a énormément de morts, il parle du nombre de morts parmi les prisonniers dont il a fait une milice, et dit non, si on comprend bien les chiffres, il y en a un cinquième qui a été tué au combat déjà de ces bandits qu'il a recrutés pour son armée, ce qui doit être considéré, d'après ce que j'ai pu voir, comme un soulagement dans les villes dont ces prisonniers sont partis, où la chose qu'on craint le plus, c'est qu'ils reviennent un jour. Mais ce Prigojine, il a employé le mot de révolution. Il a fait une comparaison avec 1917 et il dit tout ça va se terminer par une révolution comme celle de 1917. C'est-à-dire qu'en fait, il appelle à un soulèvement contre Vladimir Poutine. Et ça, c'est tout à fait, bien entendu, j'avais pas prévu ça. Bon, je suis pas le seul, mais j'avais absolument pas prévu que ça allait tourner aussi mal pour les Russes. Aussi rapidement, si on veut. D'une certaine manière, on vous dira, oui, mais c'est parce qu'il y a l'OTAN, il y a toute la puissance de l'OTAN, de manière explicite ou implicite, qui est maintenant du côté des Ukrainiens. Mais il y a surtout, et c'est ça qu'on a vu dès le départ, il y a une population déterminée. Il y a une population déterminée à ne pas devenir russe ni dans l'avenir immédiat, ni dans l'avenir lointain. Et c'est ça, bien entendu, c'est le courage des gens qui fait la différence. Et ça, c'est la tendance, voilà, en février de l'année dernière, on s'est dit, bon, les forces sur le terrain, c'est autant, etc. Combien de divisions? Et puis, on ne pense pas à ce qui va être là. Bon, il y a une certaine incompétence du côté des Russes, il y a des choses mal foutues. On reconnaît, si on a lu les romans de Tolstoï, de Dostoïevski, de Gorky, on reconnaît une certaine, je dirais, tendance au caractère bordélique qu'on a vu, des lignes de tanks et puis qui ne sont pas approvisionnées, qui sont là comme des sitting ducks, comme des canards attendant comme au tir à pipe, comme on dit en français. Et on a vu ça pendant des jours. C'est au début de l'invasion, une colonne énorme de chars qui se dirige vers Kiev et qui est arrêtée en race campagne. D'après ce qu'on a compris, c'est parce qu'il n'y a pas d'essence ou de kérosène, je ne sais pas ce qu'on met là-dedans. Ou de diesel, du gasoil, et qui est arrêté là en race campagne. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, des partisans, des résistants qui arrivent et qui commencent à canarder ce machin du côté avec des grenades, des cocktails Molotov, enfin des trucs tout à fait. Et cette colonne est absolument bloquée. Plus d'autres bêtises de ce genre-là. Et puis maintenant, depuis des attentats où des ultranationalistes sont tués en Russie. Souvent l'Ukraine dit on n'y est pour rien, mais ils avaient dit aussi qu'ils étaient pour rien dans les drones au-dessus du Kremlin, alors qu'aujourd'hui les Américains disent il n'y a pas de doute, ce sont les Ukrainiens qui ont fait ça.
des forces russes qui envahissent la Russie. Bon, c'était des escarmouches, ça n'a pas été apparemment une grande opération, mais qui, voilà, une fois que ça démarre comme ça, les Russes ont un front à ce moment-là qui devient très très grand, puisqu'à tout endroit, il peut y avoir des Russes ou des Russes entre guillemets qui peuvent envahir le territoire. Ce qui a disparu, c'est ce tabou au départ, qu'on a beaucoup dit du côté des pays de l'OTAN. Il ne faut surtout pas provoquer les Russes, sinon bon, ils vont utiliser la bombe atomique, ils vont peut-être l'utiliser encore. Et ça, j'avais dit dès le départ, plus ils seront en posture difficile, plus ils auront la tendance, bien entendu, de transformer ça en une guerre thermonucléaire. Mais si c'est la pagaille véritablement entre eux, là, tout risque de s'effondrer dans une guerre civile à laquelle justement ce Evgeny Prigojine a appelé. Je vous rappelle, on l'appelle le cuistot du Kremlin parce qu'il l'a été à une époque, mais c'est surtout le type qui s'était fait connaître en ayant payant de ses propres deniers un ensemble des opérations pour soutenir Trump, des opérations d'intoxication, de répandre des rumeurs complotistes en faveur de Trump, organiser des manifestations spontanées entre guillemets aux États-Unis ici et là. Et puis on a encore vu récemment, qu'est-ce qu'on fait? On envoie deux pelés, trois tendus à une manifestation contre sur l'âge des retraites à Paris. Ces gens sortent un panneau en disant soutenez la Russie contre l'Ukraine. Et du côté de Moscou, on nous dit grande manifestation. Ben, effectivement, on voit tous les gens qui sont là, pas contents à propos de l'âge de la retraite, trois sbires qui ont sorti un panneau qui n'a aucun rapport avec pourquoi les gens manifestent, qui est un truc en disant oui, soutien à la Russie, etc. Et on nous a dit que c'est monolithique. Moi, je sais pas. Hein, je suis pas top. J'ai pas une opinion très précise. Je connais pas bien la Russie. C'est un truc. Voilà, j'en sais autant que la plupart des gens, mais pas davantage. Mais je vois ce qui est en train de se passer. Ça, c'est aujourd'hui, bon, c'est juste un petit commentaire sur ma surprise de voir à quel point les choses ont mal tourné déjà pour les Russes, au point qu'il y a eu ces jours derniers des opérations venant d'Ukraine en territoire russe, mais avec des soldats qui se disent russes et qui sont là pour une libération du pays. Et la déclaration hier de Prigojine disant on va vers la révolution. Et il le dit avec une expression sur son visage qui montre qu'il parle sérieusement. Donc c'est quoi? On est 1 an et quelques mois, qu'est-ce qu'on va dire? Février, mars, 1 an et 4 mois après l'invasion, dont moi j'imaginais que bon, ça pourrait être une opération extrêmement simple, que ce pourrait être une opération spéciale et pas une guerre, aller à Kiev, remplacer le gouvernement par d'autres gens, par les vrais partisans, ceux qui ne sont pas nazis, pour reprendre la propagande grotesque du gouvernement russe, et voilà, mettre à la place un gouvernement aux ordres qui soit reconnaît l'indépendance du Donbass, soit reconnaît une annexion de fait de l'Ukraine à nouveau à l'intérieur d'un empire grand russe. 1 an et 4 mois plus tard, c'est pas du tout à ça que ça ressemble. Au contraire, l'OTAN s'est renforcée, à qui on a la Finlande, c'est quoi la Suède, 2 pays supplémentaires. Les pays baltes sont mobilisés, la Pologne parle de demander des comptes supplémentaires, la Moldavie s'affirme, le peuple moldave s'affirme de manière massive en faveur d'un rattachement d'une manière ou d'une autre à l'ouest. À Kaliningrad, la population, vous savez, cette enclave russe tout à fait à l'ouest, pour l'ancien Königsberg, qui pour des raisons historiques se trouve être une ville russe, un mouvement là aussi, je vois un mouvement indépendantiste, ne veut plus faire partie de la Russie.
les frontières sont en train de bouger et la Russie ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Il y avait moyen, par des négociations, il y avait moyen, d'une certaine manière, de fait, l'Occident, les nations de l'OTAN refusaient de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN par souci de pas provoquer les Russes, de respecter un accord, si bon souvenir l'accord de Minsk. C'est pas l'Occident qui a attaqué. Les Ukrainiens se sont manifestés de manière démocratique en faveur plutôt de l'Occident. L'Occident ne bougeait pas à ce moment-là, ne le faisait pas entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Les Russes ont provoqué une situation, on croit que ça allait être une partie de plaisir et ça leur a absolument retombé sur les doigts. Ça peut encore très mal se terminer. Une nation acculée comme celle-là, ou menacée éventuellement même, je dirais, de guerre civile, peut essayer de se reconstituer une opinion publique en faisant la guerre de manière, en montant d'un cran dans la guerre et en particulier en utilisant des armes thermonucléaires tactiques sur le terrain. Le problème, c'est que où les utiliser? Faire tomber ça sur Kiev, oui peut-être. Faire tomber sur Londres, puis comme on entend dire ça assez souvent à Moscou dans les émissions, on s'excite beaucoup. Le risque existe, le risque existe véritablement. J'en avais parlé, j'ai mentionné ce risque même avant que les opérations se déclenchent en décembre 2021. Le risque existe, il ne s'est pas encore concrétisé. Il y a des gens, je veux dire, dans la stupidité confondante qui viennent sur mon blog pour dire oui, vous êtes trompé puisqu'on n'est pas encore mort. Oui, Dieu merci, on n'est pas encore mort, mais malheureusement, la perspective dont je soulignais la vraisemblance et dont parlent des commentateurs, des ministres russes tous les jours, elle n'a pas disparu. La menace d'une guerre thermonucléaire n'a jamais été aussi grande aujourd'hui depuis la crise des missiles. C'est en 62, si j'ai bon souvenir, au pic au sommet de la guerre froide. Voilà quelques réflexions d'un non-spécialiste, mais dans la perspective de commentaires que je fais de temps à autre sur des questions globales pour essayer de faire le point et pour lancer le débat, pour maintenir le débat sur mon blog où, heureusement, il est là en permanence avec des intervenants, je dirais, de très grande qualité, de nombreux commentaires. Si vous avez un commentaire à faire sur ce que je viens de dire ici, n'hésitez pas à vous rendre donc sur mon blog et de participer à la discussion qui aura certainement lieu. D'ailleurs, elle a déjà lieu avant même ce petit commentaire, cette petite vidéo sur l'actualité la plus récente et en particulier ces déclarations de Evgeny Prigojine d'une menace de révolution en Russie, dont on a l'impression qu'il y appelle en réalité. Voilà, à bientôt.